Alors, j'ai envie de réagir. Ça date de la fin de semaine dernière, mais il y a eu cet entretien donné par Christine Lagarde à la presse japonaise qui ouvre la voie, on s'en doutait, mais c'est bien qu'elle le dise, à de nouvelles hausses de taux d'intérêt de la part de la Banque centrale européenne. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Patrolin pour Albatros Capital. On a envie de se dire, en même temps, avec une inflation qui est à 7% en zone euro, 7%, et je crois qu'on est à 5,5% quand on retire tout ce qui est volatile, énergie, alimentation, évidemment, enfin, on se dit, c'est normal que Christine Lagarde dise qu'en gros, oui, il y aura d'autres hausses de taux. Voilà, absolument. D'un point de vue fondamental, c'est normal. Oui, l'interview est terminée. Merci, Oui, tu peux sortir. oui, tu as raison, absolument. Bon, et après, la question, c'est voilà, combien? Combien de hausses de taux? Il n'y a pas 50 possibilités, il y a une ou deux. C'est ce que disent les marchés. A priori, c'est une ou deux de plus. On sera sur du 25 points de base, 0,25%. Voilà. Non, moi je pense que ce sera plus. Ah, c'est vrai? Ouais. Alors, les marchés tablent sur une dernière hausse de taux en juin. Oui, je pense que ce sera plus. Vas-y. Il y a quelque chose d'assez simple. Pour regarder les courbes de réaction des banques centrales, c'est regarder par le passé. On ne va pas prendre trop loin. On prend sur les 10 dernières années. Donc on est en situation sur les 10 dernières années pré-déflationniste. On prend l'évolution des taux courts, des taux directeurs et de la core inflation, l'inflation que tu as mentionnée. Voilà. Tu regardes la courbe de réaction qu'elles ont eue aux États-Unis comme en Europe. On va faire sur l'Europe. Sur l'Europe, des taux neutres. Si je prends comme référence la courbe de réaction qu'a eue la Banque centrale sur les 10 dernières années, le taux neutre se situe aux alentours de 4%. Donc taux neutre, c'est le taux qui ni soutient, voilà, ni pénalise l'activité. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a encore, à minima, 75 à 100 points de hausse des taux courts. C'est difficile de comparer parce que pour le coup, dans le passé... Et oui, parce qu'on était en situation pré-déflationniste. Là, on est en situation de modification du régime d'inflation. Donc, au fond, ça minimise l'envolée des taux courts. Tu vois, justement, j'ai pris cette précaution pour te dire. Donc, ça veut dire que même si on suppose que la courbe de réaction ne change pas, au fond, que ce phénomène inflationniste est un phénomène transitoire. Parce que qu'est-ce qui se passe sur la core inflation? La core inflation, c'est l'indicateur qui est vraiment le plus suivi par les banques centrales. Aux États-Unis, la core inflation a évolué entre 1 et 2% sur les 10 dernières années. En Europe, elle a évolué entre 0,2 et 1,5. Elle a systématiquement été 50 points de base en dessous de l'objectif théorique, d'accord? Donc, et là, actuellement, la core inflation, comme tu l'as dit, est à 5, en Europe, 5,5. Voilà, donc c'est tout, pardon, je répète, la core, c'est-à-dire cœur de l'inflation. Le cœur de l'inflation, hors éléments volatiles, c'est-à-dire hors énergie et agroalimentaire, alcool et tabac. Voilà. Et donc, ça plaide, historiquement, ça plaide pour au moins 3 hausses de taux. Voilà, c'est ça, 3 à 4 hausses de taux. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle dit, le chemin reste long. C'est ce qu'elle a dit. Alors, comment... Alors, si tu veux un chemin long avec une ou deux hausses de taux de 25 Mais ils sont pas ballots quand même, les marchés financiers. Non, parce ils savent comprendre entre les lignes qu'il y a du reste du chemin à parcourir, ça ne correspond pas à une hausse de taux. Pourtant, c'est ce qui est pricé par les marchés. Oui, peut-être qu'ils anticipent un reflux. Qui serait donc là atypique par rapport à la situation américaine. Ce qui se passe d'inflation de l'inflation cœur à venir. Donc ils anticipent que, comme on a eu un mouvement... ce qui est vrai, c'est la grande différence sur l'inflation cœur entre les États-Unis et l'Europe, c'est que l'inflation cœur aux États-Unis a évolué quasiment en parallèle avec l'inflation globale, l'IPCH, alors qu'en Europe, elle a évolué avec un temps de retard. Ouais. Donc ça pourrait vouloir dire que c'est un phénomène un peu transitoire et qu'on n'est pas du tout dans les mêmes caractéristiques économiques qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, l'inflation cœur semble collante, c'est-à-dire qu'elle est sur un plateau depuis 12 à 18 mois, 12 à 15 mois, alors qu'en Europe, on est peut-être sur le point d'une inflexion. Donc si les marchés anticipent que l'inflation cœur se situera aux alentours de 4%, 4,5%, 4% à la fin de cette année, à ce moment-là, ça justifie la sensibilité aux données économiques de la Banque centrale. Et donc, je pense qu'au fond, le vrai point saillant, c'est la modification du régime des hausses des taux. On était sur un phénomène de rattrapage jusqu'à tout récemment, c'est-à-dire des hausses de 50 points de base. Voire 75 points de base en zone euro. En zone euro. Et on passe maintenant sur un régime de 25 points de base, c'est-à-dire on est dans le fine-tuning, c'est-à-dire on est en train d'ajuster parce qu'il y a une incertitude sur la trajectoire que pourrait avoir l'inflation. Voilà. Mais en tout cas, la réalité, c'est que la BCE a du mal à convaincre aujourd'hui les marchés de cette détermination qu'elle a pour suivre sa hausse de taux, malgré le chemin est long de Christine Lagarde.
Oui, mais même chose aux États-Unis, d'une certaine façon, aux États-Unis. Sauf que le job, il a été fait chez eux. Oui, il a été fait, mais si tu prends les déclarations, même les taux courts aux États-Unis, on est quasiment en territoire neutre, on n'est pas du tout en territoire restrictif. Si on était en territoire restrictif, il faudrait rajouter 3 hausses de taux de 25 points de base, 75 points de base. On est neutre parce que l'inflation est à 5 et que les taux sont à 5. Donc voilà, c'est ça. 5. Voilà, on a quasiment le même niveau d'inflation cœur entre les États-Unis et on est très proche. Ouais, sauf qu'eux, ils sont à 125 points de base de plus de hausse de taux. Voilà, c'est ça, oui, quasiment, oui, même 200, on peut un peu moins de 200, 175 points de... Ah non, ils sont à 5 et nous, on est à 3,25, nous. Oui, il a raison, un peu moins. Et oui, donc 175 points de base. C'est énorme, hein, donc la BCE reste en retard. Donc ça veut bien dire que le marché, pour ce qui concerne la zone euro, en Europe, anticipe un reflux de l'inflation cœur. Donc c'est ce qu'on doit suivre. C'est un pari. Hein, moi, je pense que c'est un pari un peu... Et si les marchés avaient raison, tiens. Ah bah oui, s'ils avaient raison, ils battraient donc la Banque Centrale Européenne. Donc data dependent, ça sera encore une fois en fonction de ce qu'on verra sur l'inflation d'ici les prochains mois. Oui, mais Christine Lagarde a mentionné dans son entretien qu'elle considérait que l'inflation cœur était trop élevée, que c'était risqué, et notamment à la veille des négociations salariales. Et elle voit bien, c'est tout l'enjeu de l'inflation cœur, c'est ce qui explique pourquoi aux États-Unis elle est plutôt collante. Alors les États-Unis, elle est collante parce qu'il y a un marché du travail qui est en situation pénurique, et on a des hausses de salaire qui diffusent. Et Christine Lagarde anticipe le même phénomène en Europe. Et elle a raison d'une certaine façon. Donc, les hausses de salaire, elles sont probablement justifiées pour préserver le pouvoir d'achat des Européens, vont renforcer la stabilisation de l'inflation cœur, hors éléments énergétiques, sur des niveaux relativement élevés. Donc, de ce point de vue-là, si elle se limite à son mandat, normalement, c'est aux alentours de 2, hein, c'est plus en dessous de 2, mais proche de 2. L'inflation. Là, on risque d'être durablement au-dessus de cet objectif, et donc ça justifie une position plus vigilante de la Banque centrale. C'est normal. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si les investisseurs doivent se déjuger et que finalement c'est toi et la BCE qui confirme qu'il y aura plus qu'une, voire deux, voire trois, peut-être 4 hausses de taux encore à venir? Qu'elle a du mal à y croire, mais bon, on verra bien en fonction de l'inflation. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue des marchés s'ils doivent se déjuger? Parce que c'est pas, encore une fois, ça serait une mauvaise nouvelle pour eux. C'est une mauvaise nouvelle, oui et non. Oui, c'est une mauvaise nouvelle en coût de financement. Note qu'aux États-Unis, on a des courbes des taux qui s'inversent. Donc ça veut dire que le marché anticipe quand même que la politique monétaire a prise sur l'économie. Donc il y a un ralentissement, mais il n'y a pas un ralentissement macroéconomique, mais pas un ralentissement suffisant de l'inflation au cœur. Il se passera des choses assez similaires en Europe, à la différence près qu'en Europe, on a des situations budgétaires qui posent question. Ils sont plus tendus. Voilà, donc c'est un équilibre. Hein. Aux États-Unis, on voit bien, il y a 2 objectifs, le plein emploi et l'inflation, plus un troisième qui s'est glissé depuis quelque temps, qui est la stabilité financière. En Europe, la stabilité financière est évidemment pas explicitement dans le mandat de la BCE, mais elle s'en préoccupe. Mais elle est beaucoup plus centrée sur l'objectif d'inflation. Il y a des divergences d'inflation selon que tu es en Europe du Nord, en Europe du Sud, ou que tu es à l'Est ou à l'Ouest. Hein, ce n'est pas du tout les mêmes profils. Donc je pense qu'effectivement, ça ne sera pas une bonne nouvelle pour les marchés actions, parce que ça signifiera d'une certaine façon des conditions financières qui vont se limiter. Mais par contre, la bonne nouvelle, si j'ose dire, oui, il y en a quand même une. L'inflation est quand même une bonne nouvelle. Les marchés marché actions le découvrent depuis 12 à 18 mois. C'est que une inflation, c'est en termes absolus. Donc il y a des chiffres d'affaires qui vont continuer à croître. Et les bénéfices sont adossés sur ces chiffres d'affaires. Donc, ça inflate la structure bénéficiaire des marchés. Donc, si tu veux, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle. Tu comprends ? On a probablement qu'en termes de croissance réelle, la croissance réelle de la zone euro peut être entamée par la politique monétaire de la Banque centrale. Mais par contre, du point de vue nominal, on a et d'ailleurs, on assiste plutôt sur les publications du premier trimestre, on assiste plutôt à des révisions, alors c'est très léger, mais des révisions qui sont haussières et pas baissières, en termes avec nominal. Des bénéfices qui baissent quand même. Non, enfin, les marges refluent un peu, mais globalement, les bénéfices accompagnent moins, mais accompagnent quand même la croissance des chiffres d'affaires. Donc l'inflation, en tout cas c'est la bonne nouvelle du moment. Après, ça peut changer sur 2024, mais l'inflation, elle est d'abord une inflation de l'activité, enfin en termes de chiffre d'affaires.
Et donc ça, ce n'est pas nécessairement mauvais pour les marchés actions. Par contre, ça introduit, là tu as raison, ça introduit une prime de risque supplémentaire. Et donc probablement que la prime de risque actuellement sur les marchés actions intègre le profil que tu mentionnais sur la BCE, c'est-à-dire une BCE relativement souple, il resterait 25 points de base ou 50. S'il y avait plus, eh ben évidemment, la prime de risque augmenterait sur les marchés actions. Et qui dit prime de risque dit un rétro du marché. Hein. Donc tu vois, c'est un jeu, il y a des forces un peu antagonistes. Bonne nouvelle du point de vue des agrégats, mauvaise nouvelle du point de vue des primes de risque. L'un dans l'autre... moi, je ne serais pas quand même catastrophé pour les marchés actions actuellement. Je ne dis pas qu'ils sont donnés, mais il n'y a pas pour l'instant péril en la demeure. Ouais, donc bien suivre, comme tu l'as mentionné dans ton propos introductif, l'inflation cœur, ça sera essentiel pour comprendre ce que va faire la BCE sur les 6 prochains mois. Ouais, avec l'idée qu'on finit là-dessus, qu'à mesure que la BCE va augmenter peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois ses taux, la probabilité d'une erreur de politique monétaire augmente aussi avec une récession qui est à nos portes, enfin une activité atone en zone euro. Oui, alors on n'est pas dans la même situation, mais je pense que les marchés se sont pas mal fourvoyés. Par contre, s'il y avait une crise financière qui se développait... Oui, voilà, avec encore une fois l'immobilier qui craque, les banques qui sont fragilisées. Là, il y a un warning. Plus que sur l'activité, effectivement, c'est sur la stabilité financière. Voilà, c'est la stabilité financière et la bulle immobilière, si j'ose dire, même si ton interlocuteur a présenté les spécificités du marché français, mais il y a quand même un dégonflement des actifs financiers. Ça a des conséquences en termes de perception d'épargne. On sait que la perception d'épargne est un élément indispensable, essentiel pour la consommation. Et donc, si tu as une perception d'épargne, pour ceux qui ont le bonheur d'être propriétaires immobiliers qui refluent, ça a des impacts additifs en termes de restriction de la consommation. Voilà, oui, ça, c'est l'élément qui serait évidemment défavorable. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe, mais est-ce qu'on a une récession dure à attendre par le resserrement monétaire? On ne le voit pas aux États-Unis. Non, pas pour l'instant. On ne le voit pas aux États-Unis. Et aujourd'hui, on ne le voit pas en Europe. Et n'oublie pas que ce qui est en train de se passer sur les matières premières, notamment énergétiques, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les pays. C'est un élément d'ajustement pour les pays. Pour le pétrole, pas trop. Le pétrole, pas trop. Bah, quand même. $80. Non, on est à 70. Sur le WTI, on est pas loin de on est à 70. Et sur le Brent, on est à 76, 74 et des brouettes. Sur le gaz, alors on verra au moment de l'hiver, parce que la donne sera peut-être un peu différente. Mais globalement, on a là, donc ça, c'est du transfert de pouvoir d'achat, si j'ose dire, qui est favorable aux économies du G7, Europe, États-Unis. Et donc, c'est un élément de rééquilibrage. Donc, il ne faut pas uniquement focaliser sur les taux. La politique monétaire, elle sera certes importante, mais note qu'elles ne sont pas à ce stade très restrictives, ni aux États-Unis, encore moins en Europe, et que par contre, on a une stimulation, ou en tout cas une moindre restriction du point de vue des politiques énergétiques, parce qu'on a eu un reflux du baril, et donc ça, c'est un élément qui compense. Donc, il ne faut pas être non plus trop alarmiste. Et quand tu vois les réactions des taux longs, j'en aurais fini, les taux longs, tu vois bien que sur les taux longs, le marché n'est pas en mode panique. Les taux longs, le 10 ans allemand... Français, on est à 2,7 sur le 10 ans français. On doit être pas loin de 2,90. On n'est pas loin de 2,85, 2,90. Sur le 10 ans américain, même chose. On est plutôt dans des phases de stabilisation. Donc on est en deçà des plus hauts qui ont été connus l'année dernière. Donc on voit bien que les marchés ne sont pas en mode panique, donnent plutôt du crédit au comportement des banques centrales. Du crédit. Oui, je pense, du crédit, c'est bien joué. En plus, il fait un jeu de mots. Voilà. Donc, non, à ce stade, pas d'inquiétude, mais probablement que le marché se trompe sur l'ampleur de ce que va faire la BCE. Et pour le valider, regardons bien les publications d'indices d'inflation, et notamment de l'inflation cœur, noyau dur. On va suivre ça. Et dernier élément qui milite, j'ai oublié parce que j'ai quand même travaillé hier soir un peu sur le sujet, Eurostat publie les composants de l'IPCH. Retient qu'il y a la consommation. Il y a 420 composantes, je ne pas le détail, mais il y a plus de 70% de ces composantes qui étaient, sur la dernière publication, en contribution positive sur l'indice. Tu imagines bien, alors que dans les années 2010, c'était 30-35%. Donc ça veut dire qu'encore à aujourd'hui, du point de vue de la Banque centrale européenne, plus de 70% du panier de ces 420 composantes de l'indice IPCH sont en contribution mensuelle, t'entends bien, mensuelle positive. Donc quand on verra cet indice de ces composantes refluées se diriger vers 60-50%, là, ça voudra dire que l'indice cœur
sera dans la phase de décélération. Ce que l'on ne voit pas aujourd'hui, on est plutôt sur un plateau, donc ça doit justifier un resserrement, mais par contre plus lent, plus progressif, plus adaptatif, et dans l'attente de ce reflux. Voilà, et qui pourrait rester plus durablement à un niveau élevé. C'est ça aussi, je pense, qui est mal. Ça, c'est l'histoire du plateau, tout à fait, c'est à mon avis essentiel. Sauf crise financière qui justifierait à ce moment-là de réagir, mais bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas, en tout cas. Souhaitons-le, en tout cas, que ça ne le soit pas. Merci beaucoup. Point de vue signé Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci Xavier. Salut.